Bienvenue dans Yes We Care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti. Alors Guillaume, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, tu es principal Tech Community Advocate chez Le Bon Coin. Tu vas nous expliquer c'est un rôle qui est quand même encore assez rare dans la tech. Tu es passé par Deezer, puis Advinta, qui est la maison mère de Le Bon Coin. Et depuis plusieurs années, tu accompagnes donc des équipes produits, data, engineering et UX en créant des espaces d'apprentissage, de partage et de coopération à la croisée du community building et de l'expertise tech. Tu as travaillé avec des communautés internes de plusieurs centaines de personnes, mais aussi avec tout un écosystème externe, meet-up, écoles, collectifs, experts. Et tu observes depuis longtemps ce qui fait qu'une communauté vit, se transforme ou s'essouffle. Aujourd'hui, on va explorer tout ça ensemble. Comment une communauté naît, comment on choisit le bon noyau, comment on reconnaît l'engagement, comment on le régénère et comment l'IA peut parfois changer ces dynamiques-là ou pas. Tu vas nous expliquer. En tout cas, merci encore d'être là et d'accepter de partager cette expertise avec nous. Merci pour l'invitation. Écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par ton parcours, parce que c'est vrai, comme je le disais en intro, c'est un métier qu'on connaît très peu encore, je pense. Et pourtant, les communautés, on en voit partout, de plus en plus, pas que dans le monde de la tech, mais ça vient de la tech, je dirais. Comment t'es arrivé là ? Ouais, donc écoute, merci déjà pour l'invitation. Avec plaisir. C'est toujours une occasion de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Donc, ça m'a obligé un peu avant cet échange de prendre un peu de hauteur sur ce que j'avais vécu. Moi, j'ai un parcours en fait en 2 temps, si je dois résumer. Premièrement, j'ai commencé dans les RH en tant que recruteur, alors d'abord en cabinet de recrutement, puis après au sein de direction des ressources humaines. Et c'était autour des années 2010. Donc c'était une période où il y avait effectivement une guerre des talents très forte. Et donc du coup, l'approche pour recruter, c'était surtout de la chasse de tête. Et je voyais qu'on mettait beaucoup d'énergie en fait pour aller chercher des talents. Donc ça, j'ai fait ça 7-8 ans. Et en fait, je trouvais qu'au bout d'un moment, on mettait tellement d'énergie qu'on oubliait aussi de travailler sur ce qui faisait que les gens restaient un peu plus longtemps dans l'entreprise. En tout cas, à l'époque, je trouvais un trou assez béant sur les enjeux à ce niveau-là. Il y avait des accompagnements évidemment managériaux et RH, mais j'avais la conviction, ou plutôt, au début c'était l'intuition, mais très rapidement la conviction, qu'il y avait quelque chose à faire autour des communautés, autour de la puissance des communautés. Et donc, au bout d'un moment, je m'occupais du recrutement chez Deezer, des recrutements tech. Donc j'étais responsable de cette entité-là. Et j'essayais, pour mieux comprendre le quotidien des équipes, d'organiser des petites conférences, des petits meet-up. Donc en faisant venir des gens qui venaient d'autres entreprises et créer des moments de discussion en fait. Moi, ça me permettait de mieux comprendre leur quotidien et puis ça permettait aussi en fait au final de s'ouvrir à d'autres pratiques. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je quitterais pas ma casquette de recruteur pour me dédier à ça en fait, pour créer en fait des émulations, de la collaboration, avec l'espoir que ça générait de l'apprentissage et aussi de la marque employeur, parce que je venais de ce métier, je venais aussi des RH et la marque employeur est portée par les RH. Ce qu'on a fait en fait, c'est que moi ça me paraissait plus facile, en tout cas pour moi, de trouver ma place dans cet écosystème, de quitter les départements des ressources humaines et de rejoindre la direction engineering, parce que je voulais pas être identifié recruteur caché, quoi. Recruteur un peu snake qui se met en embuscade quand il fait des événements, et surtout je voulais pas que mes événements soient associés à des événements de recrutement. Oui, alors que pourtant, tu vois, quand je t'écoute, je me dis, c'est une super idée pour recruter, en vrai. En fait, au final, non. Parce que, disons que tu vas attirer des gens qui viennent exclusivement pour du recrutement. Et moi, mon objectif, en fait, c'était de créer de la mise en perspective sur les problématiques qu'on avait technologiques. Donc, je voulais que ce soit des espaces de réflexion et je voulais pas que les gens viennent uniquement par le prisme d'opportunités professionnelles. Parce que aussi, la réalité, c'est que les meilleurs talents sont souvent pas en écoute du marché. Donc, ils vont pas se déplacer sur des événements de recrutement. Même si tu mets effectivement un vernis contenu, on va dire,
Ça reste quand même un événement, identifié recrutement et le mélange des genres fait pas bon ménage en fait, je pense dans notre écosystème. Donc ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai quitté le recrutement pour me dédier vraiment, donc avec une autre feuille de route. Je passais de attirer les meilleurs à, faire rester, les gens le plus longtemps possible par des expériences d'apprentissage. En tout cas, moi, ça, c'était l'intuition que j'avais. D'accord. Par contre, la conviction que j'avais, c'est qu'il y avait des espaces à créer, pour aller chercher du savoir. Donc j'ai rejoint la direction engineering, j'ai fait ça 2 3 ans, chez Deezer et après, Le Bon Coin est venu me chercher pour monter cette dynamique, communautaire, donc je le fais depuis 5 ans, en fait. OK, hyper intéressant. Mais c'est marrant parce que moi, je vois de plus en plus des communautés de recrutement, mais après, tu peut-être raison aussi, c'est, le fait que ça vienne d'une entreprise, ça peut être biaisé, en fait, d'avoir 2 messages différents. Là, ce sont des gens qui sont en transverse, en fait, qui se cooptent, qui s'aident En ou fait, c'était tu enfin, chaque communauté a son objectif, hein, tu parles d'enjeux de recrutement. Oui, il y a des communautés, je pense notamment des communautés de freelance, mmh, qui génèrent des événements et c'est plutôt une logique de socialisation pour qu'en fait les membres de cette communauté, et donc de ces réseaux de freelance puissent, ouais, probablement générer un engagement plus fort, et puis ça fait rayonner effectivement ce réseau. Tu as aussi cette logique-là dans les réseaux B2B. C'est-à-dire quand tu es éditeur de technologie et que tu veux avoir de l'influence et le déployer le plus massivement possible dans ton écosystème tech, ouais, tu vas aussi pouvoir générer des événements pour rencontrer tes potentiels en fait, clients. mmh, Euh, Moi, c'est vrai que la particularité, c'est que j'ai rien à vendre. Enfin, Le Bon Coin, on est une plateforme, grand public, en fait. On n'est pas un alors on a aussi du B2B2C, parce qu'on a des comptes, enfin, on a toute une expérience pour nos comptes payants qui sont nos professionnels. Et moi, je suis dans une logique vraiment collaborateur-collaboratrice, de faire en sorte que quand tu travailles au product, à l'engineering ou à la data ou l'UX, chez Le Bon Coin, bah, ce serait une expérience, stimulante par l'apprentissage entre pairs, en mmh. fait. On va venir, du coup, sur la communauté, effectivement, ce que tu as créée au Bon Coin. Enfin, chez Le Bon Coin, je sais Au pas. Bon Coin, chez Le Bon Au Coin, Bon ça Coin, fonctionne. ça va trahir mes origines du Nord. Je me suis dit: «Mon Dieu». Juste avant, du coup, je me dis, c'est, intéressant que tu aies commencé par la RH. Enfin, en fait, à la base, tu avais un parcours, plutôt RH, c'est ça ou? Pas particulièrement, moi j'ai fait des études en école de commerce, donc Ouais, très d'accord. généraliste. Ça peut-être qu'on en reparlera après, c'est que j'ai pas eu alors j'ai rencontré des gens très inspirants, mais j'ai pas eu la conviction de trouver ma place, à la fin de mes études. Enfin, j'avais une sensibilité pour les médias et donc c'était D'accord. l'époque, ouais, fin des années, enfin juste avant 2010 même, je suis diplômé en 2010, où tu avais une émergence du digital, ce qu'on appelait le digital. Ouais, ouais, Et ouais. donc, Le numérique? le numérique, exactement. Et donc moi, j'ai eu des expériences, dans des médias, au Monde, à Canal+, Ouais. qui me permettaient de toucher, en fait, au digital, mais j'avais pas de conviction sur le métier que je voulais faire. Le recrutement, pour moi, ça a été une super, d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on me l'avait vendu, en cabinet et c'est vrai que c'était le cas. Ça t'aide, en fait, à comprendre les métiers des entreprises qui se transforment, Ouais. à sentir les points de tension que tu peux avoir dans les organisations. C'est pour ça qu'ils font d'ailleurs appel à des chasseurs Ouais, tu vois et les tendances des métiers qui émergent, ouais, et cetera et ceux exactement. qui sont moins en tendance, ouais, ouais. Donc ça, en fait, ça a été mon expérience au départ, ce qui m'a permis de mettre le pied dans des acteurs, dits click and mortar. Donc c'était des Mmh. boîtes qui se digitalisaient, puis des pure players progressivement. Moi, j'ai fait aussi un passage en agence, hein. Les agences de com, en fait, elles se digitalisaient aussi énormément. Enfin, elles déployaient je dirais des solutions créatives, qui nécessitaient de recruter des profils tech. Hem et en fait, ça m'a permis, en fait, d'arriver à comprendre aussi, si je prends l'exemple, par exemple, des agences de communication, c'était la puissance des marques envers les communautés d'utilisateurs, de consommateurs, quoi. D'accord. Ça, je trouvais ça assez fascinant, assez fort. Puis j'avais la chance de bosser dans des agences qui étaient réputées et donc il y avait du coup des grosses marques, il y avait des grosses communautés derrière. Tu peux donner des exemples, Ouais, bah, BETC, si je te prends BETC, ils bossaient avec Danone, tu vois? Ouais. Et donc Heu Danone, il y a une communauté de consommateurs? Bah, c'est des marques en tout cas qui sont inscrites dans le quotidien des gens, Ouais. avec effectivement des codes communautaires qui sont assez forts. C'était l'époque, où Danone avait un prisme en tout cas très fort sur l'environnement, OK. une communication très forte là-dessus. Et donc en fait, on voyait juste en fait des messages, puissants, qui mobilisaient du coup beaucoup d'énergie et je me disais que par contre le milieu de la tech
était un milieu qui était, alors qui se structurait, je pense, mais les dynamiques communautaires étaient encore assez faibles, paradoxalement. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, je pense, côté éditeur, mais pas côté, pure player grand public comme nous. Mmh. Et si on créait des marques, en fait, ça c'est ce que m'a appris Deezer. Deezer, la puissance, c'était, les équipes d'ingénierie étaient très organisées, structurées, puis ils avaient un pas d'avance, c'est qu'ils avaient des équipes R&D. Donc ils avaient en fait des équipes de recherche et développement Mmh. qui avaient cette habitude aussi de publier leurs travaux, D'accord. et donc du coup d'être très connectés en fait avec un milieu universitaire qui était assez Ouais, donc riche. tu as déjà cette idée d'ouverture vers les autres, Voilà, vers l'extérieur, en ça fait, et ça probablement que ça m'a aussi, aiguillé, dans mon intuition de, il faut aider en fait les grandes boîtes, les grands pure players, je dirais français, qui naviguent entre des startups qui ont vraiment le coup de projecteur dessus, et des grands groupes, CAC 40, qui sont, encore dans une autre dimension que nous. Bah, nous, il y avait une espèce ouais, je pense de trou un peu béant, mmh. avec, beaucoup de compétition, hein, d'un point de vue recrutement, mais finalement pas encore trop de collaboration, Ouais, d'accord. inter-entreprises, quoi. Donc là, tu as identifié un peu, déjà 2 marqueurs clés qui permettent, d'aider au recrutement, à la rétention, à savoir avoir une marque enfin, avec des convictions fortes et déjà une ouverture, vers l'extérieur. Et je me posais la question, est-ce que tu as aussi appris des choses sur la nature humaine qui t'ont aidé dans la construction, de la communauté quand tu recrutes ou pas? Enfin, Heu, oui, parce qu'en fait, alors dans la tech, il y a aussi, bon, tu as tous les personas que tu peux imaginer, de de l'introverti, extrêmement fort à, l'extraverti, qui va effectivement être très loquace. Je peux être un peu plus de ce côté-là d'ailleurs. Hem, En fait, ce que je voulais, comprendre moi, c'était comment s'animer en fait ces communautés. Parce que je pouvais, entre guillemets, «recruter» des gens pour, créer des formats événementiels, accueillir des communautés, des meet-up, contacter des gens. Mais en fait, ça ne pouvait être que fort si, les élans étaient partagés et que c'était pas que moi avec mes petits bras qui allais mmh. chercher des boîtes. Enfin, l'idée, c'était pas d'imposer en fait cette dynamique, aux gens. Donc en fait, il fallait que je trouve le moteur Ouais, c'est ça, ouais. communautaire qui allait, mettre en mouvement tout le monde. Hem Et ça, je pense que ça s'est fait alors assez naturellement parce que, en fait, une boîte tech, c'est beaucoup de technologies, différentes. C'est très verticalisé. C'est-à-dire que vous avez les backs, qui ont un langage, les fronts qui ont un langage, les iOS qui ont un Donc le langage. Et en back, fait, c'est un peu, voilà, la construction de la machine, voilà, l'architecture, tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on voit pas c'est et voilà, le la front, partie c'est, immergée du et en fait, le beau design. faut se dire que du coup, il y a une multiplicité de profils qui travaillent collectivement ensemble, mais qui ont des réalités, opérationnelles qui sont très différentes. C'est-à-dire Mmh. que, bah, tu vois, si je prends l'exemple chez Le Bon Coin, nos bacs, ils développent en Golang, qui est un langage qui est backé par Google, et tu as une communauté, en fait, de développeurs Golang en France qui vit, mais de manière relativement associative. C'est-à-dire que c'est des gens, qui se regroupent, tous les mois et qui mettent en commun des retours d'expérience. Mais c'est pas du tout, c'est très éloigné de l'image que tu peux avoir de, ben, comme c'est un langage qui vient de Google, Oui, il doit y c'est avoir une peut-être organisation eux, folle. Tu pas ouais. ça en fait. C'est Ouais. des gens qui se regroupent, une quarantaine de personnes, trentaine, quarantaine de personnes. Il y a quelques présentations et le leader de cette communauté nous fait parfois l'amitié de faire des gaufres, tu vois? Donc c'est vraiment un truc très très associatif, très petit. Hem, mais la force en parallèle, c'est que c'est des gens qui sont, vraiment très engagés parce qu'ils le font, avec cette volonté très forte de monter en compétence, en fait. Et Mmh. c'est ce moteur d'apprentissage qui les fait se mobiliser et qui maintient le lien, en fait. Parce que, comme je le disais, ils ont pas des interactions avec Google tous les 4 matins, quoi. Tu vois? D'accord, donc là, déjà, effectivement, tu as aussi 2 clés que tu nous livres sur, la motivation à contribuer à des communautés, c'est, la montée en compétences Ouais, et le fait de côtoyer aussi, bah, peut-être des grandes marques, enfin des grands en de la tech, quoi, en fait, si tu vois, je pense que, j'ai un rôle très complémentaire des RH. Je Mais m'explique? justement, ouais, explique-nous un peu ce que tu fais, Ouais, c'est quoi ton rôle? Enfin, pourquoi on t'a fait venir exactement? ouais. Comment tu Alors, t'y es pris? Tout ça, quoi? initialement, ils m'ont contacté vraiment, avec je pense, pour en avoir discuté avec ma direction, hein, Le Bon Coin, quand ils sont venus me chercher, heu, ils avaient un sujet de faire rayonner la marque, et les équipes tech. C'était vraiment la problématique. Donc c'était vraiment une problématique finalement plutôt de marque employeur.
Au début, moi pour créer ça, il a fallu que déjà que j'identifie, comment fonctionnait la boîte intérieurement. Ce qui est marrant, c'est que la première collaboration que je fais avec Le Bon Coin quand j'arrive, c'est qu'on écrit un article sur Medium, avec le CTO sur la réorganisation des équipes tech sous le modèle Spotify, qui est un Ah modèle d'accord, OK. d'organisation un peu spécifique. Je vais Donc peut-être juste, je traduis pour, en ouais. fait, en gros, ton premier acte en tant que développeur d'une communauté pour attirer donc des talents, c'est de parler de votre modèle Ouais, c'est ça, d'organisation, expliquer, comment ça heu, fonctionne. voilà, Donc sachant quand que Spotify, c'est quand même, hyper innovant, sur le ouais, modèle ouais. d'orga, En fait, ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils avaient créé un modèle d'organisation qui s'est déployé dans plein d'entreprises tech. Nous, on n'a pas été bien différents de beaucoup de boîtes tech mmh, françaises, à ces moments là, donc c'était 2000 autour de 2020, tu vois? Un peu avant et mais bon, ce que je veux dire, c'est que la première collaboration, ça a été d'essayer de comprendre déjà comment les gens travaillaient ensemble. Ça, c'était la mmh première chose. et Heu, ils travaillaient donc déjà sur un modèle de ouais, petites équipes, du petites coup, équipes. En fait, c'est ça, autonomes? faut s'imaginer que la plateforme du Bon Coin, elle est développée globalement par une soixantaine de petites équipes qui travaillent sur un petit pan du produit. Des gens qui vont travailler sur le search, il y a des gens qui vont D'accord travailler sur un et donc univers c'est plus ouais. des équipes avec des profils mixtes? Ouais et voilà et le mode de fonctionnement, c'est des sprints de 15 jours. D'accord. Pendant 15 jours, ils travaillent sur une fonctionnalité ou sur un projet spécifique et donc tu as, les dev back qui travaillent avec les mobiles, qui travaillent avec les fronts et les développeurs mobiles. Tu as de la qualité, et tu as des products qui se définissent effectivement, ce qu'on va, développer, sur notre D'accord plateforme. et c'est des équipes fongibles? C'est-à-dire que, moi je suis, sur la partie recherche, sur le site, Ouais. je suis en back donc derrière, je m'occupe de la «machine» entre guillemets. Est-ce que, bah, une fois que j'ai fait j'ai livré au bout de 15 jours, je vais dans une autre équipe pour faire un autre Alors sujet ou je reste toujours avec la même pas équipe? pas pas dans cette temporalité-là, mais tu peux avoir effectivement des mouvements on appelle ça le swarming, c'est-à-dire que tu as D'accord. c'est cette idée tu vas, chercher des ressources, dans une équipe qui va avoir plus de compétences sur un sujet et tu vas les mélanger avec d'autres équipes pour attaquer un projet spécifique. Donc ça, tu peux avoir ce type de mouvement, mais les gens quand même ont cette organisation, il ne faut pas qu'elle bouge quand même tous les 4 matins, parce que Ouais. sinon tu peux pas arriver à construire tu vois, le déploiement de ta plateforme. C'est très complexe en fait, une plateforme, comme la nôtre qui est grand public et qui est en plus multispécialiste. C'est que nous, tu vois, Ouais. tu vas voir ce qu'on appelle le cercle vertueux, c'est vraiment tout l'univers de consommation que tu vas avoir sur les biens de consommation, mettons si tu vas vendre, bah, ta table, je sais pas, un fauteuil et cetera. Et puis tu as l'immobilier, tu as l'automobile, tu as l'emploi. C'est des univers très forts sur lesquels en fait, on essaye de créer en fait, un le développement des usages, d'un univers à l'autre, tu vois? On fait en sorte que tu rentres par, mettons, la consommation enfin l'achat d'un bien de seconde main et puis qu'après tu te dises: «Tiens, peut-être que je vais aller chercher une location ou peut-être que je vais Mmh. acheter un appartement, sur le bon coin ou acheter une bagnole». Tu vois? Donc D'accord. du coup, on essaie de déployer ça. Bref, tout ça pour dire que tu as, du coup, plein d'équipes qui doivent travailler ensemble pour que la plateforme, elle évolue, continuellement. Toutes les semaines, en fait, tu as des évolutions sur la plateforme. Tu t'en rends pas forcément compte parce que tu as plus d'une centaine d'univers, tu as beaucoup d'univers métiers, d'univers, produits Mmh. sur le Bon Coin. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, en fait, tu as une idée d'organisation en Ouais, mode communauté un peu, enfin alors avec des complètement. petits, Ouais, ouais, c'est aussi pour cette raison, je pense qu'ils sont venus me ouais. chercher. C'est qu'ils savaient que je venais d'une boîte, qui avait à peu près les mêmes dynamiques et les mêmes organisations et que sur cette, base-là, on pouvait construire, probablement une dynamique communautaire. Le point important et c'est aussi ça qui m'a donné envie de rejoindre l'aventure, c'était que je voyais vraiment une vraie cohérence entre ce qu'on voulait créer en termes de communauté chez Le Bon Coin et ce qu'on proposait à nos utilisateurs. C'est-à-dire que Le Bon Coin, c'est quand même à la base une Oui, plateforme, absolument, tu as raison, ouais. de bons plans, Ouais. où tu vas, et on a vu d'ailleurs, enfin, on voit plein de gens en fait qui parfois, vendent quelque chose à quelqu'un, puis les gens restent en contact parce qu'ils suivent leur profil et puis ils voient qu'en fait ils vendent régulièrement des produits, Mmh. ou des articles qui peuvent les intéresser. Et bref, il y a une dynamique communautaire très, très forte sur cette plateforme-là. Donc moi, j'avais un terreau finalement, très favorable pour, juste paralléliser l'expérience utilisateur à l'expérience collaborateur. Je voulais que une personne qui rejoigne les équipes, tech ou produits du Bon Coin, bah, puisse avoir, l'opportunité de rencontrer ses pairs, donc rencontrer des gens qui ont les mêmes, sujets qu'eux, qu'elles et eux, dans d'autres entreprises et de faire en sorte que, on crée ces espaces de collaboration, D'accord. dont l'objectif est de les aider, finalement à mieux faire leur métier, quoi. Ah donc déjà oui, c'est intéressant. Donc toi tu te dis, en fait, on va faire en sorte que, la personne qui fait partie, qui est donc en squad, enfin en petite équipe,
elle puisse parler avec un pair dans une autre boîte qui a le même sujet qu'elle, enfin qui pour enfin pour l'enrichir, Ça peut être une dynamique qu'on peut faire effectivement de temps en temps. On le fait assez en fait, on le fait assez régulièrement. Là, tu vois, encore cette semaine, on avait nos équipes mobiles, qui se réunissaient. Ils avaient un sujet sur une technologie, ouais. en l'occurrence Kotlin multiplateforme et ben, on avait besoin d'aller chercher des retours d'expérience dans d'autres boîtes qui l'avaient déployé et on allait voir une boîte que tu connais peut-être, 360 Learning, Ouais. qui est venue faire une intervention chez nous. Donc en fait, on part toujours d'une problématique, hein. Le lien communautaire, il se crée autour d'un besoin réciproque, en fait. C'est que les 2 doivent trouver un sens à cet échange. Mmh. Il faut pas que ce soit à sens unique. Il faut pas que ce soit que nous, qui allions chercher, Oui, il faut donner je quelque chose dirais en échange, quoi. ouais, donc en fait, voilà et c'est pour ça qu'en fait, quand on crée un lien comme ça avec une boîte, ben, généralement, on essaye de se rendre l'appareil, Mmh. dans d'autres contextes et d'autres situations. Et en tout cas, le lien est créé et ils savent qu'on peut effectivement, D'accord. interagir dans les 2 sens, quoi. Et alors donc là, tu as pareil, tu redonnes encore un autre tips, une astuce donc des fondements d'une bonne communauté, donc Ouais, un peu le don et contre-don et donc toi, quand tu arrives, on te dit: «OK, coucou Guillaume, merci de nous faire exploser la marque employeur». ouais. Donc tu commences par parler de votre modèle d'organisation avec le CTO. Qu'est-ce que tu fais d'autre Bah, pour réussir en fait à attirer en fait des talents, comme tu disais dans un environnement où c'était la guerre des talents pour recruter les ouais. bons devs et cetera. Comment tu fais pour, faire parler de vous, pour, donner envie aux gens de parler de vous et cetera? Alors, faut se replacer dans le contexte 2020. Ouais. 2020, c'est le Covid. Moi, j'arrive sur le bon coin, littéralement, au moment où on me dit, «Tu vas chercher ton ordinateur au bureau, puis tu retournes surtout travailler chez toi», quoi. Ouais, donc pas facile même, point de vue communautaire, Donc si tu veux, au début d'ailleurs, je me suis posé la question de: «Est-ce que tu as juste pas fait le move qu'il fallait pas à ce moment-là, quoi?» Hem, En fait, donc parce que moi j'avais fait mon process d'entretien avant que ça commençait à aller pas bien en fait en France avec le OK, Covid tu et sentais le j'avais quand même truc visité et les bureaux et j'avais vu qu'il ouais. y avait un asset qui était hyper intéressant, c'est que tu avais le rez-de-chaussée du bâtiment, dans lequel étaient toutes les équipes techniques, qui pouvaient accueillir 240 personnes en fait, parce qu'il y a un espace Ouais. événementiel. Mais ça, Heu, j'avoue que enfin, moi aussi, j'ai fait des trucs, enfin, de l'animation, enfin, j'ai beaucoup travaillé autour de l'engagement ouais, et le pain numéro un, la c'est guerre où de est-ce qu'on l'espace. peut réunir les gens et c'est la guerre pour essayer de booker des salles, des machins et donc je comprends carrément le côté «ça, c'est bon», Donc voilà, donc j'arrive moi, bon, ben, manque de bol, tout le monde est chez soi et puis on nous dit pas de venir au bureau, quoi. Donc en fait, bah, comme toutes les boîtes en fait, hein, on commence à mettre en place des visios, heu et ça prend plus ou moins. Enfin la première année d'ailleurs en fait, il y avait un trou béant du coup en 2021 pardon. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait un espèce de trou béant dans les conférences parce que, bah, les gens, étaient flippés ouais, d'aller dans des lieux où il y avait plein de gens en fait. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on crée une conférence qui s'appelle LBC Carré, Heu, c'était le Bon Coin, où on voulait en fait rassembler, notre écosystème de grosses boîtes tech pour leur permettre de mettre en commun justement, si c'est pas en présentiel, mais qu'on essaie de le faire par une conférence, virtuelle mais bien mmh, chiadée. Donc en fait, on s'était donné du mal à faire des captations dans nos bureaux vides, dans le 10e arrondissement, d'intervenants, et après il y avait toute une phase de live où on pouvait poser des questions, aux speakers et aux speakerines, par un chat et eux étaient captés en live depuis chez eux. Enfin, on essayait de créer de l'interaction en fait. d'accord. Donc l'objectif pour moi, ça a été de connecter d'abord avec notre écosystème de pairs, donc les grosses plateformes tech, et de mettre en commun nos sujets. Donc on Mais a tu vois, c'est marrant parce que tout de suite, toi, tu te dis, enfin, une action phare pour lancer la communauté marque employeur, ouais, ça va être de faire un événement qui est ouvert pour tous. oui, Alors que tu vois, moi, j'aurais pu me dire: «Bon, bah, dans un premier temps, je vais un peu briefer mes gars», tu vois? Enfin, je vais un peu dire en interne: «Coucou, bon, c'est important de recruter», enfin, donner bah, envie d'être ambassadeur et tout ça et alors en fait, ce que tu observes souvent, c'est que si tu vas, demander aux gens: «Venez, on va faire rayonner la boîte, ouais, c'est pour faire recruter». Tu sais, ça dépersonnifie en fait, l'intérêt qu'ils vont avoir à ouais. s'engager. Si je m'explique, ils vont parfois pouvoir se sentir utilisés à des fins de recrutement, mais finalement, tu vois, c'est pas, l'enjeu est finalement plus pour la boîte que pour eux-mêmes. Ouais. Donc moi, mon discours, ça a été plutôt de leur dire: «En fait, si on a les bons interlocuteurs à l'externe,
bah, on va pouvoir créer une relation qui va pouvoir nous aider effectivement de pouvoir, probablement mettre en perspective ce qu'on fait chez nous et de vous aider en fait à mieux prendre des décisions. Moi, c'était ça Donc ma en fait, promesse. c'est ça, c'est que déjà tu donnes, c'est ça? C'est qu'en fait, tu Il as faut voulu ouais, faire intervenir des gens externes qui allaient pouvoir nourrir l'interne oui. pour qu'ils aient envie après de parler de vous, c'est ça? Donc Bah, tu donnes avant d'assurer qu'ils, en fait, l'idée, c'est ouais, en fait, l'idée, c'est d'abord de comprendre s'ils ont les mêmes problématiques que nous. Donc, est-ce qu'ils ont des sujets de cybersécurité? Est-ce qu'ils ont des enjeux de FinOps ou, tu vois, d'essayer de réduire leur impact de consommation, d'infrastructures? Tu vois, si je mmh te prends des exemples très concrets. Et puis après, en fait, bah, tu as des sujets sur lesquels tu es mature, sur lesquels tu peux peut-être avoir une prise de parole parce que tu as vécu un projet, une expérience qui fait que tu peux estimer que ça peut aider d'autres boîtes. Puis tu as des sujets sur lesquels, en fait, tu estimes que tu as pas de retour d'expérience très pertinent. ouais. Mais par contre, c'est une problématique que tu as avec tes équipes. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est important de tendre le micro à d'autres boîtes qui sont Mmh. plus légitimes. En fait, ça a 2 intérêts. C'est que premièrement, ça montre que le sujet, tu l'as bien dans le radar et que en tant que boîte tech dite boîte tech, tu pas passé à côté de ce sujet, qui frappe tout le marché. Et deuxièmement, en fait, en tendant le micro, bah, ouais, tu mets en visibilité d'autres acteurs de la communauté. Ça peut paraître contre-intuitif, tu peux te dire ce que tu vas te dire, mais toi, ton enjeu, c'est plutôt de faire parler de ta boîte. Bah, en Ouais, fait, tu fais parler de ta boîte indirectement parce que tu crées des espaces de parole avec des boîtes qui sont légitimes pour le faire et d'accord. qui finalement vont mettre en lumière que c'est un sujet aussi pour ton entreprise. Mais tu vois la thématique de ton événement, Ouais, c'était, de parler des problématiques, de votre ouais, secteur, c'est ça? ouais, c'est ça. OK, C'était vraiment l'objectif de montrer que les gros acteurs tech français, ils ont, globalement les mêmes projets, ouais. les mêmes dynamiques, les mêmes enjeux, tu vois? Et qu'en fait, en mettant en commun nos apprentissages, ben, on est juste, plus compétents D'accord. collectivement, et individuellement parce qu'en fait, on se conforte, dans des prises de décision, on se rassure ou bah, à l'inverse, on se surprend, parce que parfois, voilà, on fait des choses extrêmement différentes et il faut comprendre Mmh. enfin, faut essayer de se rassurer sur les décisions qu'on prend parce qu'en fait, il y a rien il y a jamais un il faut bien comprendre qu'on est dans un environnement qui est tellement mouvant, les technologies évoluent en permanence, bah, tu le vois Ouais, bien bien sûr, avec ouais. l'IA, on en parlera un peu, heu, que tu as jamais des certitudes sur ce que tu fais, en fait, il y a que, l'apprentissage enfin, il y a que l'apprentissage entre pairs, qui peut t'aider à te rassurer, à te dire qu'il faut ça mérite d'aller dans cette direction-là. Ouais. Mais au fond de toi-même, tu as jamais la garantie que les choix technologiques que tu fais vont être viables à, plusieurs années, tu vois? Donc au final, avec cet événement, tu permets un peu de rassurer, on va dire, les collaborateurs qui peuvent Exactement se poser et des le ma questions et sur le leurs choix, sur, à tous les niveaux, en fait, ouais, du management ouais. aux collaborateurs et collaboratrices qui sont vraiment opérationnels sur les technologies qu'on déploie. Ouais, l'objectif, c'est ça, c'est de les aider à affiner leurs choix, mais aussi peut-être à les questionner, Mmh. s'il s'avère qu'on a des retours d'expérience qui nous incitent à mettre en question des choix qu'on a fait auparavant. Et du coup, toi, juste, pour organiser ça, tu avais fait des interviews en amont? Tu avais parlé avec les gens? Tu avais. Ouais, en fait, je pense que je serais pas allé chez Le Bon Coin si j'avais pas eu la conviction qu'il y avait un terreau fertile, Mmh. donc ça va du terrain, ça va des gens du Bon Coin. J'avais rencontré des gens du Bon Coin, dans le cadre de mes autres événements, quand j'étais chez Deezer. Mais après, il fallait que ce soit une conviction qui soit partagée par le terrain et par la direction. En fait, si tu as pas non plus un moteur, au niveau du management et d'exemplarité, en fait, Ouais. parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que, en plusieurs années, je pense on peut voir que les leaders, product in engineering du Bon Coin se sont engagés progressivement dans des dynamiques communautaires. Ce qui OK. n'était pas le cas nécessairement au départ quand je suis arrivé. Mais il y a rien de plus puissant en fait que l'exemplarité, donc il fallait que alors ils ont plein de raisons au début de pas pouvoir forcément y aller. C'est des gens qui sont très sollicités, c'est des gens, qui doivent prendre 10 000 décisions à la seconde et qui ont pas forcément le temps de pouvoir, en tout cas s'allouer le temps, du temps communautaire. Mais en fait, dès qu'ils voient la valeur du sujet, généralement ils en reviennent pas, quoi. Donc ils restent et ils s'engagent même un peu plus fortement. D'accord. Donc maintenant aujourd'hui, ouais, moi je suis très content de voir, que mon CTO, il est engagé dans une communauté qui s'appelle TechRox, qui est une communauté de tech leaders, donc d'autres CTO d'entreprises et qui mettent en commun leurs apprentissages OK. et leurs doutes. Et on a un CPO, qui est aussi très engagé dans la communauté de produits, qui prend aussi du temps pour aller raconter notre transformation actuellement.
Et ça, je pense que c'est un message très fort, en fait, qu'on envoie aussi en interne. Moi, Mmh. c'est surtout par ce biais-là qu'en fait, que je vois que les équipes se mobilisent, et s'autorisent en tout cas à OK. prendre des actions, communautaires. Non, parce qu'en fait, bah, c'est un peu, moi, ce qu'on évoque tout le temps dans mon podcast, c'est un peu l'érosion de l'engagement. On l'a vu récemment avec Emmanuel Duez Ouais. et là, en fait, ça paraît, hyper, captivant ce que tu nous racontes. Là, tu es en train de me parler d'un monde où tout le monde est engagé, tu vois? Donc Alors, je me dis: «Mais waouh, quoi!» non, C'est mais alors j'ai aussi de la chance. Enfin, faut être honnête, ma chance, c'est que j'ai eu la chance de travailler dans 2 boîtes, que ce soit Deezer ou Le Bon Coin, qui sont des boîtes affinitaires. Tu vois, la musique, c'est un truc très émotionnel. mmh, Le Bon Coin, c'est une boîte qui a une raison d'être, qui dépasse, je pense aussi, le simple, fait que ce soit une entreprise dite technologique, quoi. ouais, mais je pense C'est-à-dire que toutes les boîtes ont une raison d'être, je pense qui peut aussi résonner pour chacun, tu vois? C'est, je pense aussi, mais il faut que les boîtes, elles arrivent à le traduire. Moi, ce qui m'a donné ouais, envie de rejoindre ces boîtes-là, c'est que je connectais avec l'émotion et l'engagement. Tu vois? En fait, j'avais, je me sentais vraiment aligné, en fait, avec le métier de ces ouais. entreprises-là. Et si tu es aligné avec le métier de ces entreprises-là, je trouve que tu trouves plus facilement, les valeurs, enfin, tu arrives, en fait, à te connecter à ce qui te fait te lever le matin, dans la vie d'ailleurs, pas que dans ta vie professionnelle. Et c'est ça le plus important. Et tu as Ouais. raison, tu peux le trouver dans n'importe quelle boîte, en fait. Mais tout le monde a peut-être pas alors, soit tu as un déclic, soit c'est quelque chose qui, tu vois, qui se Non, mais passe, je trouve que qui la t'échange. différence avec ton approche, c'est que, tu vois, ça existe vachement, hein, les cycles de conférences, machin, dans les entreprises pour justement nourrir les collaborateurs. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont généralement des commandes liées avec, un objectif de la direction. Et là, en fait, toi, tu as fait l'inverse, c'est du bottom up, c'est-à-dire que tu as été voir quelles sont les problématiques des collaborateurs et bah, tiens, on va du coup les nourrir, et c'est ça qui va les intéresser. Enfin, ça paraît tout simple, hein, mais Ouais. déjà, cette approche, bah, en fait, elle marche mieux, quoi. Ouais, ouais, bah, bon, après aussi, je te dis, moi je pense que ma vie de recruteur faisait que je passais mon temps, sur les plateaux avec les collaborateurs et collaboratrices, donc je sentais Ouais, tu connais bien le métier, en fait, déjà, je hein? ouais, en fait, je sentais ce qui les mobilisait ou pas. Mmh. Et puis j'ai fait aussi j'ai fait des salons de recrutement quand j'étais recruteur en fait, il faut trouver des espaces de discussion avec ces gens-là pour comprendre, ce qui leur donne envie de se lever le matin. Ouais. Et si tu as compris, ce qui leur donne envie de grandir dans l'entreprise, en fait, c'est beaucoup plus facile pour mettre en place des collaborations avec d'autres parce que tu sais où tu dois les taper, quoi. Et c'est quoi ce qui leur donne envie de se lever le matin? Bah, ça dépend des profils. Tu as des gens, tu vois, je pense que tu as des gens qui se restent dans une entreprise pour leur petite équipe, pour leur micro-équipe Mmh. et pas pour l'entreprise, D'accord. tu vois? Ça aussi, c'est un truc important, c'est que je pense qu'il faut arrêter de croire que la marque employeur, doit être uniquement une marque, très globale, qui te décrit, une perception externe pour pas trop brouiller le discours. Bah, non, en fait, la réalité, c'est que la vie d'une entreprise, Mmh. c'est plein de micro-équipes avec des micro-cultures. Alors moi, je le vois particulièrement à l'échelle de ces communautés métiers parce que, tu as peut-être des petites rivalités, tu vois? Par exemple, les développeurs iOS et les développeurs Android, historiquement, Bah, bien sûr, ouais. Apple et Google, c'est des tu vois? Et bref, tu peux pas te dire, «Tiens, je vais faire un événement, uniquement sur le mobile», parce qu'en fait, il faut les prendre un peu différenciés. Même si, Mmh. tu vois, après, tu as une convergence des technologies de plus en plus qui fait qu'ils arrivent à travailler de plus en plus ensemble et qu'ils ont, des enjeux qui sont similaires, en fait. Mais il faut comprendre les spécificités de chaque équipe. Et donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin? Moi, je pense que tu as des gens qui ont envie de juste être bons dans ce qu'ils font. Donc, tu vois, c'est très individuel, donc ils vont lire beaucoup de littérature, ils vont lire beaucoup de blogs, ils vont contribuer à pas mal de projets open source aussi sur leur temps libre. Bref, ils vont être très engagés. Ouais. Tu as des gens qui vont avoir envie de mobiliser des collectifs. Tu vois, moi, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Donc nous, aujourd'hui, on a des leads de guildes. Donc un lead, c'est en fait une personne qui va, rassembler, ta communauté de développeurs et développeuses sur une technologie et qui va faire en sorte que, il y ait une gouvernance, au niveau des choix technologiques qui sont faits, mais aussi dans l'animation, tu vois? Donc tu as des gens qui vont avoir envie de, voilà, de mettre en mouvement des gens. Je sais pas, tu as des gens qui vont, juste aimer travailler avec des tu vois? Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément des experts techniques, mais ce qui leur plaît, c'est de travailler avec différents métiers. Tu vois? Quand tu es développeur, tu vas travailler avec des UX, avec, des QA, avec d'autres développeurs et cetera. Je pense que
il y a plein de vérités différentes. Ce qu'il Mmh. faut, c'est comprendre quel est le moteur de ces gens-là pour arriver à après chercher, les communautés qui vont bien. Parce que tu vois, comme on est dans des organisations qui sont, assez matricielles, tu as des rôles de management aujourd'hui qui parfois on avait tendance à dire: «Bah, si tu es bon dans ce que tu fais, tu vas devenir manager». En fait, bah, il y a maintenant, on sait très bien qu'il y a des gens qui vont jamais vouloir être manager. Ouais. Ils vont vouloir rester contributeurs ou contributrices individuelles. Tu as des gens qui vont effectivement vouloir porter les équipes. Bah, ce qu'il faut, c'est comprendre quelles sont les dynamiques et après tu as des Ouais, c'est une approche très individuelle quoi, ouais. de compréhension fine et cetera et donc là, tu as commencé donc avec cet événement-là. Quelles ont été Ouais, tes autres actions ensuite, toujours dans bah, cet objectif de marque employeur du coup? c'était le contexte donc 2020, 2021, Ouais, même voire 2022 parce qu'en fait 2021, je te dis, on fait cette conférence, 100 en ligne. ouais. 2022, on se dit, en fait, ouais, on a ces bureaux qui font qu'on peut accueillir des gens, en fait. Ce serait trop dommage, en fait, de pas l'utiliser. Donc on a organisé et puis c'était je te dis, un moment où les conférences, ça reprenait mais péniblement, en fait. Donc on a fait cette conférence en présentiel, et tu vois, c'était pas très courant en fait d'avoir des boîtes, une boîte tech, une plateforme grand public qui fait une conférence tech, sachant comme je le dis qu'on ne vend pas de technologie nous, tu vois? Ouais, c'est vrai, ouais. Donc ça a été l'occasion un peu de concrétiser aussi les échanges qu'on avait pu avoir à distance à travers, l'année 2021 qui était une année, du coup très dispersée quoi. Mmh. Et puis après en fait, chaque année en fait, tu sa priorité, tu vois? Je trouve que les années en suivantes, ça a été, pour moi en tout cas ce que j'ai vécu chez Le Bon Coin, c'était de se rapprocher des grands partenariats technologiques qu'on avait pour faire en sorte, que nos collaborateurs et collaboratrices adoptent plus facilement les technologies qu'on développait. Donc tu vois, on a des gros, partenaires, de software, tu vois? Je pense à AWS, je pense à Apple, je pense à Ouais. Datadog et cetera, qui sont des structures avec lesquelles, ben, on avait besoin de former les gens. Donc il fallait trouver des événements sur lesquels soit ils venaient chez nous à la rencontre des équipes et on met des petits ateliers en place, soit on les envoie sur des conférences. Et donc là, c'était ça où je pense que, tu vois, à partir de 2023, en fait, on a mis beaucoup d'efforts. On s'est dit: «Tiens, si on veut que les gens aillent se connecter à des communautés externes, bah, va falloir les envoyer sur le terrain, quoi». Et donc on a mis en place un budget par collaborateur et collaboratrice d'à peu près 500 € pour aller sur une conférence. Donc chaque année, tu as le droit à une conférence par an, en France, en Europe. Ah oui. Heu, L'objectif, c'est qu'on accompagne vachement ça, pour qu'ils aient l'intention d'y aller à plusieurs. Tu vois? L'objectif, bon, en tout cas, c'est plus Ouais, que ce soit aussi une efficace. expérience collective, sympa quoi, Exactement. C'est du team building et ça aide aussi les ouais. gens à enfin, ça rassure aussi, tu vois, d'aller sur une conférence dans une ville où que tu Ouais, c'est connais clair. pas, solo, c'est plus difficile pour se lier aux gens. Donc on a mis en place, voilà, ça. On a mis un budget, tu vois, vraiment, annuel dédié à ça, pour que progressivement, de plus en plus de gens s'autorisent à aller sur des conférences, donc validé par le management évidemment. Mais, mais comme ça, ouais, on a monté, des années bah, tu vois, cette année, on a à peu près, je crois que c'est à peu près 115-120 événements qui ont été réalisés, sur 2025. Quand je dis événements, c'est des conférences à l'extérieur, des événements qu'on a fait chez nous dans nos murs. Tu à peu près ouais, Non, tu mais je me disais, c'est vrai as que c'est 2-3 malin événements parce chaque semaine. que, tu vois, je te demandais comment tu faisais pour les rendre ambassadeurs, mais en fait, en les faisant aller sur des événements, bah, ils représentent le bon coin, quoi. Enfin, Absolument. Alors après, on les lâche pas dans la nature comme ça. L'idée, c'est qu'ils aient toujours, et ça, c'est par la force de ces collectifs, je jargonise un peu, désolé, mais qu'on appelle les guildes, où les guildes, en fait, c'est animé, et c'est surtout du temps sécurisé. C'est ça qui est hyper important. C'est que, heu, parce que tu peux dire à des communautés: «Vas-y, organisez-vous». Si tu leur alloues pas du temps, qui est sécurisé, c'est-à-dire qui va pas être pris par d'autres projets, où tu sors en fait de la production, tu vois? C'est un temps vraiment dédié à l'apprentissage et à la mise en ouais, commun. Nous, les guildes, c'est tous les 15 jours, elles ont une journée dédiée à ça. d'accord. Et ça, c'est sécurisé, dans leur agenda. En fait, c'est très fort, hein, d'avoir une journée tous les 15 jours. Hem Et pour que l'animation se passe, parce que tu vois, tu as des communautés qui peuvent faire 20-30 personnes. Puis si je te parle de mes développeurs et développeuses back-end, ils sont à peu près 120. 120, animer 120 personnes à une ou 2 personnes, bon courage. Donc en fait, on a progressivement repensé les rôles avec des gens qui sont les leads et qui sont garants de la gouvernance, donc des choix Mmh. techniques qui vont être, mis en place. Et tu as des gens qu'on appelle des facilitateurs, facilitatrices, qui sont en charge de l'animation de ce collectif. Et D'accord. ça, donc l'animation, ça veut dire en gros, ben, ils vont travailler avec moi, par exemple, s'ils ont envie d'aller chercher, des partenaires à l'extérieur, et on va monter ensemble des journées, Mais alors, du coup, ce que je comprends, c'est que tu as créé des sous-communautés, c'est ça? Enfin, ouais. par métier?
Ou par d'autres choses? Ça, c'est voilà, en fait, c'est l'organisation est la suivante, c'est matriciel. Quand tu Ouais. es product ou tech chez Le Bon Coin, bah, tu appartiens à une équipe pluridisciplinaire, comme je te dis, Voilà, qui va donc ce que tu développer, disais voilà. auparavant sur les 15 jours entre Mais guillemets, aussi, un jour par sprint de 15 jours, bah, tu vas appartenir à ta communauté métier. C'est-à-dire que tu es d'accord, OK. développeur si tu es product owner, bah, tu vas rejoindre, ce qu'on appelle, ta communauté de product, chapter PO. OK. Si tu es développeur, sur une technologie, bah, tu vas rejoindre ta communauté qui développe sur OK. cette technologie-là. Alors j'essaie juste de faire un parallèle Ouais, pour les gens qui sont moins dans la tech. ouais, Imaginons, bah, vous en tant que recruteur, donc ça voudrait dire que tu es sur un projet, marque employeur avec, du métier machin pendant 15 jours. Tu dois sortir un événement en 15 jours avec, ton équipe projet, mais que dans les 15 jours, tu as 1 jour dédié à revenir avec ton équipe recruteur, pour, bah, monter en compétences, partager, j'imagine, plein de ah, si tu choses. parles aux recruteurs, Non, non, en OK. fait, j'essaie de faire le parallèle avec un autre métier pour qu'on comprenne Ouais, aussi, ouais, en fait, ça c'est consisterait que à tu reviens dire avec les personnes de ton métier, quoi, en fait, exactement, exactement, en fait, donc si tu es RH, et ben, tu pourrais imaginer, alors pour l'instant, j'ai pas vu ce modèle-là, Non, mais mais tu c'est ça qui serait intéressant. mais ce serait intéressant. Mais après, tu vois, pourquoi l'entreprise investit aussi massivement? C'est qu'aussi, tu vois, l'entreprise fait à peu près 1 500 personnes, Le Bon Coin, et tu Ouais, as 700 personnes qui travaillent au product et à l'engineering. Donc c'est ouais, c'est énorme. quasiment c'est plus d'une personne sur 2. Ouais. Donc c'est une masse de population, si tu veux, très importante, et qu'il faut accompagner effectivement, heu, à proximité. Enfin, qui nécessite en tout cas je dirais un enjeu, communautaire assez important parce qu'on a le volume qui est derrière, quoi, tu Ouais, bien vois? sûr. Si tu as des en dessous de 10 personnes, je pense que je suis pas sûr que tu vas allouer, une journée, tous les 15 jours, à ces populations métiers parce que tu en auras juste pas, les moyens, en fait, tu vois? Heu, Là, il faut bien comprendre, que toutes ces grosses plateformes que les Françaises et Français utilisent au quotidien, il y a rien de magique, en fait. Souvent les gens pensent que la tech, et je le sais bien parce que chez Le Bon Coin, le nombre de fois où je me retrouve en réunion de famille, on me dit: «Mais, Le Bon Coin, vous devez être, je sais pas, 40, 50, limite, c'est pas associatif, quoi». Les gens comprennent pas, Ah en fait, bon? que Ah ouais. bah, je pense que c'est marrant, on a une discussion avec le fondateur, du Bon Coin il y a pas très longtemps, Olivier Isaac. Donc quand même un mec qui a eu l'idée de se dire: «On va sortir un site Orange», il y a 20 ans. L'histoire derrière tout ça, c'est qu'il me dit, en fait, la force du Bon Coin, ça c'était aussi intéressant, c'est que Le Bon Coin s'est déployé, très fortement en région et que tout le monde avait l'impression que Le Bon Coin, c'était une plateforme locale, en fait. D'accord. C'est-à-dire que tu étais à Lyon, tu as l'impression que c'était un site qui avait été développé par un Lyonnais ou une Lyonnaise. Mmh. Tu à Reims, voilà, c'est, quelqu'un de Reims et en fait, c'est cette proximité, régionale, en fait, qui a fait que la plateforme, elle Explose, était pas, elle avait pas les codes, si tu veux, de grandes plateformes pure player, Mmh. internationales et il y avait un côté assez rassurant, parce que c'était du made in France, quoi. Bah, je crois vachement à ça, moi. Je crois vachement à cette logique de proximité. En fait, Ah oui, d'accord, c'est pour ça que tu fais à chaque fois le parallèle entre le client et le collaborateur, en fait. moi, en fait, je pense foncièrement d'ailleurs que ce qui fait la force du déploiement communautaire tech du Bon Coin, c'est parce qu'on fait beaucoup d'événements en présentiel avec pas Mmh. grand monde, forcément. C'est-à-dire que les petits meet-up, c'est 40, 50, 60 personnes. Ouais, ça me paraît déjà beaucoup, tu vois? Heu, ouais, oui oui et non, parce que tu vois, tu as quand même beaucoup de conférences payantes, où tu vas aller chercher du volume, c'est normal, tu vas chercher aussi un modèle Ouais. de rentabilité par ailleurs. Nous, on fait pas forcément des gros événements. Par contre, l'espoir qu'on a derrière quand on ouvre les portes et qu'on fait un petit événement, c'est que les gens, ils repartent en ayant au moins une idée qui les a impactés et une Mmh. rencontre qu'ils ont fait lors de la soirée, D'accord. où ils se sont dit, bah, ouais, ils ont créé un lien avec une personne, tu vois? Heu et du coup, c'est un travail de fourmi en vrai, hein. C'est-à-dire pour aller chercher de l'impact, il te faut beaucoup de récurrence et il te faut beaucoup d'énergie Ouais, ouais. parce qu'en fait, du coup, je te dis, on envoie à peu près 2-3 événements par semaine entre les conférences où on envoie des gens, à l'extérieur et d'événements qu'on accueille chez nous, quoi. Et donc effectivement, je vois le point commun à chaque fois, c'est vraiment le f comment on fait pour rassembler les gens pour que ça vive, que ce soit virtuellement ou pas, quoi. C'est marrant parce qu'en fait, quand on parle de communauté en conduite du changement et cetera, souvent on dit: «Il faut identifier les 50 personnes», enfin les 50, enfin tu vois, un noyau qui est le plus engagé
et c'est sur celui-ci qu'il faut miser, il faut les former, il faut les accompagner pour qu'eux-mêmes après prêchent un peu la bonne parole et convainquent les autres. Et Alors, c'est pas vraiment, bah, l'approche que tu c'est partages en vrai et fait? pas vrai à la fois, en fait. Ouais. Oui, ça sera plus facile en tout cas, de t'appuyer sur des leaders, pour rayonner à l'extérieur au départ. Mais en fait, l'histoire, c'est que c'est toute une histoire d'énergie. En fait, tes leaders, ils ont pas forcé enfin, si tout repose sur eux, tu vas les perdre, tu peux potentiellement les perdre rapidement. Mmh. En fait, l'avantage de créer des événements aussi dans ces bureaux, c'est un côté un peu rassurant. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas, il y a il y a pas un il y a une évolution progressive, hein. C'est-à-dire que la personne que tu de chez toi, où tu te dis en fait, elle a suffisamment de retour d'expérience et de compétences pour partager un retour d'expérience, sur une conférence, bah, vaut mieux d'abord lui proposer peut-être une petite conférence que tu fais dans tes bureaux où elle va le faire autour de ses collègues et face à un public de 40, 50 personnes, que de spontanément lui dire: «Tiens, tu vas aller proposer ton sujet, sur une conférence, Ouais, bien qui est à sûr. Paris ou en Europe». Donc en fait, moi ce que j'essaye de faire, c'est de faire émerger aussi des gens, qui sont sous les radars, en fait. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parfois tu vas avoir des gens, que tu pas identifiés, mais qui en fait sont très connectés avec une certaine communauté. Ils sont pas forcément visibles, tu vois, dans la communauté, Mmh. au sens, ils sont pas forcément visibles des leads et des gens qui ont la gouvernance de cette communauté-là. Bah, mais par contre, en fait, qui sont, par leur réseau personnel et par leur, engagement, je dirais, hors du bureau, tu vois, le soir, le week-end, en fait, ils font plein de trucs, mais ils ont pas forcément envie de le rendre visible au bureau. D'accord. Ben, l'enjeu, en tout cas, c'est que si ça trouve une résonance par rapport au projet qu'on a, moi, je veux que ces gens, ils se révèlent et qu'on puisse les identifier et les accompagner Ouais. parce que c'est les futurs leaders, en fait, de cette boîte, Mais parce que du potentiellement. coup, toi, donc tu donc, dans les quand tu parles de communauté, j'ai l'impression qu'il y en a tellement en fait, je me dis: «Mais Bah, comment il avant, fait?» alors, en fait, pour être très clair, on a une dizaine de communautés métiers, product Ouais, engineering, tu OK, vois, chez Le Bon Coin. Et après on a, alors il y a 2 types de communautés en fait. Si je te parle des communautés que j'accompagne, les communautés métiers, donc comme je t'ai ouais. dit sur les métiers product engineering et puis, ce que j'appelle les communautés affinitaires. Mmh. Les communautés affinitaires, c'est, un sentiment d'appartenance à une communauté et ça peut être, une cause, ou ça peut être quelque chose de très identitaire, hein, tu vois? Donc on a, les femmes dans la tech, on a, le collectif Pride, qui est le collectif du coup des personnes LGBTQI+, dans la tech chez Le Bon Mmh. Coin. Enfin pas que dans la tech, mais chez Le Bon Coin, on va dire. Tu as aussi, une initiative qui est autour de la santé mentale qui a émergé et que j'ai souhaité accompagner, heu, parce que c'est un sujet, je pense dans le monde de l'entreprise et bon, particulièrement dans la tech. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que si on soutient ces réseaux-là, donc je les soutiens financièrement et logistiquement pour qu'ils puissent D'accord. faire des Donc tu choses. les aides à, s'organiser et à Ouais, leur trouver du temps en fait? exactement, je leur donne des moyens et après, moi je me vois comme un soutien, comme un allié. Ouais. Tu vois, je suis pas une femme, donc je vais pas, prendre un rôle de gouvernance de la communauté elles sont Le Bon Coin, ch en l'occurrence. Mais par contre, en tant qu'allié, je peux effectivement, leur donner des moyens, leur donner peut-être du réseau aussi, pour qu'elles puissent effectivement se connecter à des boîtes OK. ou des assos et cetera. En tout cas des réseaux qui vont pouvoir, les aider à aller chercher, soit de la visibilité, soit du retour d'expérience pour Mmh. que in fine, ça puisse les outiller, dans les actions qu'elles veulent mener dans l'entreprise. D'accord. Donc ça là, moi je suis un rôle de Ouais, facilitateur ou ouais, de ouais. connecteur, si tu veux, Mais comment tu fais pour, quand tu dis: «Tu leur donnes du temps et de l'argent», enfin dès le départ, tu as un budget dédié que tu peux bah, le offrir budget à on l'a tout? créé au fur et à mesure en fait, tu vois? Ouais. En fait on a observé que bah, ça après c'était un peu inévitable. C'est que quand tu as 50 de ta boîte, qui est représentée par les populations que tu accompagnes, bah, en fait, tu as forcément plus de visibilité sur des projets de transformation qui vont émerger de ces équipes-là. Donc si je te prends l'exemple, de la communauté Pride, ben, j'avais du coup beaucoup de personnes des équipes tech qui voulaient s'engager sur ce sujet-là. Enfin qui estimaient en tout cas qu'il y avait, un sujet d'invisibilité des personnes Et genre, c'est des LGBTQI+. personnes qui sont venues vers toi en disant: «On veut créer une communauté, LGBT». Alors c'était peut-être pas forcément très clair dans leur tête sur ce qu'on pouvait faire, mais ils me disent: «Tu travailles sur les communautés, alors tes communautés plutôt tech, bah, peut-être que toi tu peux nous aider parce qu'en fait, le problème, si je te prends l'exemple de Pride en l'occurrence, je me rappelle très bien la collègue qui est venue me voir, elle m'a dit en fait, et c'est du bon sens en fait, elle me dit: «Quand tu arrives dans une boîte, tu as besoin de savoir, qui te ressemble en fait. Mais tu as pas écrit sur le front des gens, "Je suis Ouais. membre de la communauté LGBTQI+». Donc en fait, ils voulaient déjà s'identifier
se donner de la visibilité en interne. Et l'idée, c'est pas de forcément faire des choses en externe, mais c'était de au moins leur donner l'occasion de se connecter. Donc du coup là, en OK. l'occurrence, on s'est connecté avec Tétu Connect. On s'est mis en relation avec Tétu Connect, qui est un réseau d'entreprises. Ah, je euh, savais pas qu'ils avaient fait Ouais, ça, ouais, d'accord, OK. qui est donc des boîtes, françaises, internationales, Ouais, mais ouais. qui se sont structurées, qui ont mis en place des ERG, c'est des employés ressources groupes, c'est donc des collectifs qui travaillent sur, justement la lutte contre l'invisibilité des personnes, D'accord. LGBTQI+ en entreprise. Et en fait, c'est la même démarche qu'avec les communautés tech. Là, on allait chercher en fait un point de contact avec des gens qui mettent en place des choses Mmh. dans leur entreprise, pour, faciliter le Ouais, non, quotidien. c'est super et en fait, moi je vois qu'effectivement à chaque fois le problème qu'on rencontre, c'est un problème de moyens et de temps. Comment Ouais, et donc le temps de base, il est alloué, c'est ça? C'est la journée tous alors les 15 jours ou c'est un truc en sur plus? les ERG, là, sur les communautés, je dirais affinitaires, Ouais. heu, il n'y a pas de temps dédié à proprement parler parce que, c'est très, heu, c'est très éclaté. Tu as des gens, je te dis de tous les départements, pas que Ouais, uniquement des ouais, ouais, départements ouais. product et tech. Donc tu peux pas d'accord, OK, je Heu, comprends. Par contre, et ça c'est plutôt chouette, c'est que je pense qu'on a une direction qui est assez, ferme sur, je pense les engagements qu'elle veut prendre pour que ses équipes, puissent travailler, dans des bonnes conditions et se sentir bien dans leur pompe au quotidien. Donc en fait, assez rapidement, ces sujets-là, moi j'ai essayé de les mettre à l'agenda pour qu'on puisse avoir, du coup des budgets qui les aident à s'organiser. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu aides les gens à justement à se sentir membres de communautés, qui Mmh. leur correspondent, ben, moi j'observe, organiquement que ces personnes-là après s'investissent, sur des projets que je vais porter avec les communautés de métiers. D'accord, OK. Tu vois? C'est un Ah, c'est coût super. c'est un coût à 2 bandes, mais qui était pas calculé. Mais par contre, ça paraît assez légitime et assez Mmh. normal en fait de te dire, bah, quand tu crées une relation de confiance avec ces gens-là, ben, tu peux espérer en tout cas arriver à collaborer avec eux dans d'autres contextes. Et est-ce que, tu remarques qu'il faut toujours un leader dans une communauté? Enfin, tu vois, il faut quelqu'un qui drive le truc et est-ce que ça doit toujours être le même et est-ce que c'est grave quand une communauté s'essouffle? Non, c'est pas grave du tout. Ça peut être un peu sinuosidal, hein, Ouais? je dirais les santé des communautés. Heu, Nous, c'est pour ça qu'on a mis en place des gouvernances, tu vois? Des gens qui incarnent, qui Ah sont oui, vous avez des responsabilisés. gouvernances pour à chaque fois chaque communauté? Ouais, ouais. Tu peux nous en dire plus? Bah, en fait, côté métier, c'est vraiment des rôles qui sont, dans l'organisation avec des ils ont des feuilles de job et leur Ah métier, oui. c'est on a des gens dont c'est le métier de travailler exclusivement sur les communautés, tu vois? Ah d'accord. Ouais, ouais, parce qu'en fait, il faut pas que ce soit pris par le dessus de la jambe ou que ce soit du Mmh. temps ça demande beaucoup de enfin, en tout cas, le travail de lead, qui est un travail de gouvernance, en fait, c'est extrêmement précieux pour l'entreprise. Parce que si on Mmh. loupe des virages technologiques, on va le payer cash dans quelques années ou si on investit sur les mauvaises technologies, si on forme nos collaborateurs et collaboratrices sur des mauvaises technologies, on va le payer cash. Donc en fait, c'est important de leur sécuriser du temps et c'est une responsabilité à part entière. C'est de la R&D nouvelle génération, quoi. Alors nous, on a peut-être pas les moyens de faire de la R&D, tu vois, de monter une équipe R&D comme on a Non, fait, mais c'est tu vois, en fait, chez là, c'est leur Deezer. job d'aller regarder, ouais, Mais c'est complètement ouais. la logique d'avoir des gens qui soient en veille, permanente sur ces sujets et qui soient, aussi des gens qui incarnent, ouais, incarnent le changement quand il Et faut donc accompagner là, les tu as changements. un lead, donc c'est la personne, c'est Ouais, son on en a job, un ou plusieurs selon les tailles des équipes. ouais, Comme je te dis, le deuxième type de rôle, c'est les facilitateurs, donc c'est des gens ouais, qui sont d'accord. vraiment que sur l'animation. Et pareil, c'est intégré dans leur fiche de poste, Et ben ça commence, que ça, c'est une initiative qui date de OK. cette année. C'est on a bien vu que en fait, le rôle de lead, il était très, très lourd, quand tu dois à la fois, faire des choix de gouvernance et à la fois organiser des choses, animer, mobiliser, dynamiser. Tu vois? En fait, c'est beaucoup de responsabilités pour une seule personne. Et donc en fait, et puis on a vu qu'en fait, tu as des gens qui vont être très forts sur, de la communication, des gens qui vont être très forts sur la logistique, Ouais. des gens qui vont être très forts, pour aller chercher des gens, tu vois? Ça, c'était un peu mon pattern, mes compétences que j'avais, Ouais. en tant que chasseur de tête. Moi, ça me fait pas du tout peur de décrocher le téléphone ou d'aller chercher des gens sur LinkedIn. Ben, voilà, en fait, l'idée, c'est tu as plein de responsabilités qui méritent d'être accompagnées et donc l'enjeu, nous, c'est ça, c'est d'avoir des gens qui peuvent,
avoir un périmètre de poste et avec des compétences associées qu'on va Mmh. dynamiser, Et je vois que tu as un et rôle coller. effectivement où tu es, comme tu dis, tu es facilitateur, tu interviens jamais vraiment dans c'est pas toi qui anime en fait, à proprement parler, les communautés métiers? Enfin, l'objectif, effectivement, c'est de m'effacer à terme, hein, Ouais, clairement. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que ce moteur communautaire, il soit suffisamment fort pour que, en fait, il vive par lui-même, dans l'organisation. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut accompagner pas mal d'initiatives dans plein d'équipes différentes parce que, c'est soit très récent, quand je te parle du rôle ouais, des facilitateurs, hein, soit, on a des équipes qui sont tellement grandes bah, qu'il faut encore pas mal d'énergie, je dirais, pour aller, ouais. connecter l'externe, l'interne, et cetera. Mais oui, en fait, le jour où je serai absolument pas du tout, nécessaire, ça veut dire qu'on aura réussi Ouais, d'accord. à l'intégrer, je dirais, dans les statuts de la société. Et est-ce que tu penses que parce que tu as vraiment insisté sur l'importance de la réunion physique d'une certaine façon, c'est possible de réussir en virtuel, total ou Alors, avec des gens en fait, avec des équipes qui sont pas en France, tu je pense que ça vois? dépend vraiment de la culture de ta boîte. Nous, Ouais, on avait une culture qui était très présentielle dans la boîte, que j'ai pas connue, comme je te le disais, parce que je suis arrivé vraiment en ouais. 2020, plein moment du covid. Mais je sais que enfin voilà, je savais que c'était une boîte qui avait une culture très forte de proximité. La proximité faisait partie des valeurs de l'entreprise. Donc du coup, il y avait cette notion de présentiel qui était très forte. Mais tu as des boîtes qui sont 100% remote, et qui en ont pas moins enfin qui ont pas de problème de proximité à partir du moment où en fait, la proximité, elle est incarnée, quoi, tu vois? Mmh. Avec beaucoup de moments de partage, toutes les boîtes d'ailleurs qui font du remote et qui réussissent bien dans ce projet d'arriver à créer de la proximité dans les gens, font des événements présentiels. Ouais, Ils te le disent absolument. tous. Ils font des Il faut off-site trop et ils ouais, investissent c'est clair. d'ailleurs assez fortement là-dedans parce que, ils ont conscience que il se passe d'autres choses, Mmh. et que les collaborateurs font corps, dans ces moments-là, quoi. Donc, OK. en tout cas, le contexte que j'ai connu, moi, c'était, beaucoup de distanciel. Donc, il fallait, pour que les gens aient envie de se réunir, que les formats soient suffisamment, engageants et qualitatifs pour qu'ils puissent avoir envie de venir au bureau. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est vraiment, hyper intéressant et c'est une solution par rapport, à la perte d'engagement en fait, et qui est en fait une solution assez, oui personnalisée comme on disait où, bah, en fait, faut écouter son collaborateur, comprendre ce qui le motive, comprendre ses problèmes et en fait, d'abord apporter une réponse avant d'attendre «son engagement» entre guillemets, qui va être naturel parce qu'il va se sentir écouté, il va se sentir, entendu et il aura envie de donner à son tour en fait. C'est un peu, Il y a une phrase que j'avais bien aimée d'un mec qui s'appelle Rodolphe Dutel, qui a monté un collectif de Ah, je vois. tu vois qui c'est? Ouais, ouais, ouais. Il disait, Remote quelque chose, ouais, Remote.io, si je dis pas de ouais, bêtises. c'est possible. Hem, il disait en fait, ne n'offrez pas des jeux, des baby-foot, des trucs, offrez de la confiance. C'est que je pense qu'il y a trop de enfin moi c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui mettent, beaucoup d'apparat, de soi-disant fun en fait dans leur, culture d'entreprise, mais pour Mmh. renvoyer en fait finalement leur intention première c'est de renvoyer un message à l'extérieur et elles, au détriment, de ce qu'elles mettent en place pour, les équipes, pour qu'elles Ouais. puissent se créer, et travailler ensemble dans un climat de confiance. Donc enfin en tout cas Oui, nous le mote absolument et tu as raison et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu commences en répondant en apportant des billes sur un sujet métier. En fait, on pourrait se dire: «Bah, attends, pour qu'il soit plus happy, tu vois, il ouais. faut toucher à l'environnement du travail», mais non, en fait, on touche au contenu du travail en 1er. Ah ouais, ouais, moi je pense, enfin je suis assez convaincu que, Bah, les gens veulent il y a juste mieux beaucoup de faire leur choses travail, il y a quoi. beaucoup de choses Ouais. cosmétiques qui coûtent beaucoup de qui coûtent très cher aux entreprises, qui n'apportent pas foncièrement de valeur aux gens. Alors évidemment, il y a des besoins primaires il faut que tu aies un poste de travail qui soit confortable et des conditions de Mmh. travail qui soient bonnes. Mais je suis assez sûr qu'en fait, les gens, ils restent dans les entreprises pour la qualité de la collaboration ou de la relation qu'ils ont avec leurs collègues, plus que forcément pour les Ouais. conditions, Ouais, absolument. les conditions, je dirais, de travail, c'est la qualité relationnelle qui est la plus difficile, je pense, à craquer, tu vois? C'est comment tu fais en sorte que ton environnement de travail soit un environnement stimulant intellectuellement, en fait. J'ai pas trouvé enfin, je suis sur ce chemin-là, mais j'ai pas encore j'estime pas Mmh. encore avoir trouvé la réponse.
mais je suis assez convaincu qu'il y a beaucoup de choses à créer à ce niveau-là, quoi. OK, trop intéressant et juste avant de passer aux questions de la fin, je me posais une question très, «organisationnelle» entre guillemets, tu rattaché à qui en fait? Ouais, moi je suis rattaché à un directeur engineering, c'est-à-dire que Donc c'est la partie personne métier c'est quand une même. des personnes qui est rattachée au CTO. D'accord. Heu, donc c'est très confortable pour moi parce que, je parle au quotidien, en fait, avec quelqu'un qui a des enjeux, de transformation, et qui se pose beaucoup de questions sur tous les sujets que je peux avoir, qui a une sensibilité en plus, je pense très fort sur les dynamiques, communautaires, Mmh. donc je pense qu'il me challenge bien et c'est comme ça que D'accord, je grandis. Mais en fait, ce métier, tu vois, en fait, moi, mon métier, il faut que je sois proche des directions product et engineering. Ça, d'accord. c'est avec l'expérience, j'ai bien vu qu'il fallait que je sois très proche des métiers, donc intégré côté métier. Puis après, voilà, OK tu te et après prends ça s'ouvre quoi, on va dire, ça vers les s'ouvre autres. et après, alors moi, je travaille aussi beaucoup parce que quand on a des sujets comme ça de transformation, avec les équipes communication ou avec les équipes RH, tu vois? Parce Oui, qu'en fait, c'est des fonctions qui sont clés dans la manière dont tu vas faire résonner ce que vivent les gens à l'extérieur. ouais. Et ce qui est hyper important, c'est qu'on ait un message, ou toi, quand l'entreprise communique sur ces sujets-là, qui soit le plus proche du réel. Donc en fait, moi je pense que la meilleure marque employeur, c'est les témoignages individuels des gens, tu vois, le bouche à oreille, quoi. Absolument. Donc je vois que d'ailleurs que c'est comme ça qu'il y a des gens qui reviennent dans nos événements, voire parfois des gens qu'on recrute. Mmh. Mais par contre, le danger, c'est de mettre des objectifs, tu vois, de recrutement ou de parce que là, pour moi, tu biaises aussi, tu Beh, biaises pour justement, moi ça allait être les mon enjeux. avant-dernière enfin mon OK. autre question que je rajoute, c'est ça, c'est est-ce qu'au final, tu as été challengé et tu as eu des indicateurs de performance sur cette marque Ouais, employeur? Et est-ce que tu as vu un avant-après justement? alors il y a différents indicateurs de performance. Les 2 premières années, pour moi, l'objectif premier, c'était de m'intégrer dans ces dynamiques communautaires, Ouais, d'arriver à bien les comprendre et d'arriver à créer une proximité avec ces gens-là, pour après pouvoir déployer je dirais mes projets. Hem, donc moi, là, en fait, les indicateurs de performance, le premier c'est le taux de satisfaction sur, les collaborations que je peux proposer. Donc tu vois, d'accord. assez classiquement, je propose un NPS, que j'essaie de Mmh. mesurer depuis là, ça va être la troisième année, heu, sur le taux de enfin, sur la satisfaction qu'ont mes collègues à, travailler avec d'autres communautés. D'accord. Donc ça, je vois qu'il est en progression de 5 points, par exemple. Là, j'ai un NPS de 57, donc ce qui est très bon. C'est-à-dire que Ouais. je crois que tu as à peu près 9 personnes sur 10 qui donnent une note de 4 à 5 sur 5 de taux de satisfaction, de participation à ces collaborations. Ça, c'est la première chose. Après, il y a donc tout le sujet aussi de prendre la parole pour partager des retours d'expérience. Là, on voit que, tu vois, je crois qu'on a multiplié par 3 nos prises de parole du Bon Coin à l'extérieur sur des conférences en un an. Donc ça, c'est les deuxièmes sujets. Ouais. Tu as des sujets aussi donc effectivement d'influence. Donc, là, c'est sur les réseaux sociaux où on essaye de développer, l'identité, Le Bon Coin Tech, tu vois? Donc, on encourage les gens parce qu'on a un compte LinkedIn, on a un compte Twitter, on a une page Meetup, on a aussi où on publie tous nos événements. Ouais. L'objectif, c'est de créer, de l'adhésion et que les gens communiquent là-dessus. OK. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on doit travailler encore plus fortement, là, l'année qui vient. Enfin, tu vois, j'ai même pris quelqu'un qui va vraiment m'aider à structurer parce qu'au début, c'était très organique, sur la partie contenu, tu vois, notamment où moi je le prenais Ouais. un peu en parallèle de l'événementiel et cetera. Et la troisième partie, c'est les partenariats et là, on parle aussi d'indicateurs de performance avec, la qualité et l'impact que peuvent avoir OK. certaines collaborations. Et là, tu vois, j'ai aussi bien des éditeurs de technologie que j'aide, finalement à mieux travailler avec nos équipes pour former les gens. J'ai, comme je te l'ai dit aussi, des communautés, associatives, donc tu vois, Ouais. par exemple, on a une communauté qui s'appelle Women in Machine Learning Data Science. C'est une énorme communauté en France, de femmes, qui travaillent dans les métiers de la data. Mmh. Je crois que c'est même donc c'est une communauté mondiale, mais le chapter France est le deuxième mondial, tu vois? Après, San Francisco. Ouais, c'est fou. Heu et ben, on a créé une collaboration avec elle pour qu'elle puisse, donc c'est le début, mais qu'elle puisse venir dans nos bureaux, nous faire des veilles, en fait, sur ce qu'elles observent dans leur métier. Nous, en contrepartie, on leur finance, heu, certains outils, communautaires, tu vois? Comme, leur abonnement à la page Meetup ou, OK. un peu de merchandising et cetera pour qu'elles puissent se faire connaître et grandir. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que si on travaille bien avec donc ça, c'est aussi un autre indicateur de performance et c'est le pilier que je veux faire grandir de plus en plus, c'est le pilier des partenariats.
c'est que si on travaille bien avec ces grands éditeurs, en fait, on a une proximité avec les fonctionnalités et les services qui vont sortir qui Ouais, sera plus forte. absolument. En ce moment, on travaille beaucoup du coup avec des acteurs dans l'IA, Mmh. et si on Donc travaille tu peux influencer une roadmap, un peu, voilà, parce que tu tu verras en as 2026, mais on travaille en tout cas avec ouais. un gros acteur de l'IA en ce moment pour, justement, adopter plus facilement, un service qu'il propose et faire en sorte que ce soit déployé à l'échelle pour le grand public. D'accord. Donc en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est que si je fais bien mon boulot, moi, en fait, je joins mes efforts aux gens qui travaillent au produit, à l'engineering, qui sont là plutôt sur des deals, et des accords avec les achats, tu vois? Un peu de contractualisation de Mmh. et moi, je suis un peu le good cop qui va aider, l'organisation à mieux adopter, Ouais, c'est à hyper mieux vertueux, hein. et c'est ce pilier-là pour moi, qui en termes d'impact aussi va être plus fort sur, bah, l'évolution des roadmaps, même in fine la qualité des plateformes. Si on a des bonnes collaborations avec ces éditeurs, tu peux imaginer, bah, qu'on sera, plus efficace dans la manière de les adopter et qu'au final la satisfaction utilisateur sera plus forte. En tout cas, c'est mon espoir derrière. D'accord. Bah, écoute, enfin merci, pour tous ces partages, je trouve ça passionnant. On arrive à la fin du podcast, c'est passé vite. J'ai quelques questions un peu de «classiques de fin» entre guillemets. Est-ce que tu pourrais, nous partager, le pire conseil que tu as reçu et le meilleur conseil, reçu dans Ouais. ta carrière? Bah, le pire conseil, je pense que c'était un moment de ma vie où j'ai eu un drame personnel. J'ai perdu mon petit frère il y a une dizaine d'années et je me rappelle d'un manager qui m'avait dit, heu: «Je vais te considérer comme un autre, et tu vas te reconstruire dans le travail». Ça, c'est le pire conseil, je pense, que j'ai eu. D'ailleurs, j'ai quitté la boîte très peu très peu de C'est temps après. horrible, comment ça je vais te Non, mais considérer en fait, comme il un faut se replacer dans un contexte où je pense que justement, je le dis, sans aucune, rancœur, c'est que je pense qu'à l'époque, en fait, on pensait encore que le perso restait à l'entrée du mmh. bureau, quoi. Tu rentres dans le bureau, ben, tu es un professionnel et c'est tout. Je pense que les choses ont beaucoup changé, hein, depuis, mais voilà, moi, j'en ai fait, je pense que du coup, mon expérience personnelle a fait que j'ai appris dans ces moments-là. Je pense qu'aujourd'hui, je m'autorise aussi à prendre des initiatives sur des projets qui sortent un peu des sentiers battus parce que, je me reconnecte à ce qui, moi, me met Mmh. en mouvement, en fait, ce qui m'anime et ce qui me donne envie de me lever le matin. Donc ça, c'est le mauvais conseil, je dirais. Le deuxième conseil, c'est, qui par contre le très bon et qui m'a, je pense, propulsé dans ce que je fais aujourd'hui. C'était le CTO de Deezer, donc CTO à l'époque, Mathieu Gorvan, qui m'avait dit, «Sois créatif et moi je te borderai». Enfin, en gros, quand ça ira trop loin, je te le dirai. Mais en fait, il m'a libéré quoi, d'une certaine Mmh. manière, à proposer, plein de choses et il y avait des choses qui étaient achetées, hein, des choses qui avaient rien à voir, mais il m'a pas bridé en fait. Ouais, d'accord. Heu et je suis pas sûr que je me serais autorisé à grandir sur d'autres sujets si j'avais pas eu à un moment donné un C-level, un patron en fait, de la tech qui me dise, «Bah là, tu as un mandat pour justement, me secouer un peu, me proposer des choses qu'on fait pas et cetera». Hem, donc lui, je lui en suis, éternellement reconnaissant parce qu'en fait, il m'a permis aussi de croire en ce projet et de construire ce job, qui m'amuse toujours beaucoup. Ouais, c'est top. C'est marrant parce que moi, c'est pareil, c'était mon premier job, on m'a dit: «Donner une carte blanche créative» et en fait, effectivement, c'est assez challengeant, en fait. Du coup, tu as envie de proposer des choses un peu, plus innovantes. Enfin, tu te dépasses, en fait, parce que tu sens que, ça va être bien accueilli déjà et intellectuellement parlant, c'est stimulant. Donc ça me parle, vachement. Est-ce qu'ensuite tu aurais une sorte de philosophie de vie, ou je sais pas, ou une citation qui t'inspire, qui te guide au quotidien? Ouais, alors moi, j'aime bien la phrase d'Audiard, «Heureux soient les fêlés, ils laissent passer la lumière, car ils laissent passer la lumière», un truc comme ça. Bon, j'aime bien le sens de la je dirais de la formule, mais au-delà de ça, moi je pense que enfin, on va être très honnête, hein, je pense que le monde de l'entreprise, c'est un événement très normé. Moi je m'inspire beaucoup d'artistes d'univers, créatifs, où je me dis, en tout cas qui rentrent en résonance avec mes Mmh. émotions et j'aime bien l'idée effectivement de me dire qu'il faut, dans ce monde qui est quand même relativement, stéréotypé, hein, bah, essayer de proposer des choses, voilà, des pas de côté, des initiatives. En tout cas, c'est ce que j'essaye aussi d'encourager les gens qui bossent autour de moi à me proposer des formats qui sortent un peu de l'ordinaire, Mmh. parce que je suis assez convaincu, c'est bon, déjà on passe 5 jours sur 7 au bureau, donc si c'est pour faire des choses, standards, on passe à côté d'un peu de notre vie. Et voilà, j'ai pas
je reste à ma place, hein, je sauve pas des vies moi, hein. Donc j'espère juste en tout cas qu'au quotidien, quand je travaille avec des gens, ils aient la conviction que, ils peuvent s'autoriser à penser un peu différemment et proposer des trucs qui vont, apporter de la valeur à ce qu'ils font au quotidien et idéalement embarquer les autres, dans ces projets, quoi. OK, bah, écoute, on l'a bien ressenti, je trouve, dans ton témoignage, en tout cas. Et dernière question, c'est, un peu une personne que tu connais, que tu admires, que je pourrais inviter, à ce podcast? Alors en fait, c'était dur, Ouais, je tu m'en sais. demandes une, Ah, tu peux en donner plusieurs, hein, ouais, bah, en fait, moi, bon, alors, c'est marrant, j'ai vu ce matin, Frédéric Mazella. Moi, j'aime beaucoup la manière dont il a heu, de mener sa barque avec, Blablacar et maintenant il a d'autres projets. Parce que il a parlé là, je l'ai vu sur une conférence ce matin où il parlait de la manière dont lui avait travaillé sur, la compréhension de ce qu'est la confiance. Il est même allé voir un chercheur aux États-Unis, à l'université de New York, qui a travaillé sur le sujet pour comprendre les piliers de la confiance, parce que c'est le moteur en fait de sa plateforme. Et en fait, c'est le moteur de toutes les oui, c'est vrai. de tous les Oui, business finalement. oui, absolument. Donc lui, je le trouve assez génial dans la manière dont il se pose ces questions. Je pense pareil, j'avais rencontré une fois je pense pas qu'il s'en rappelle parce que j'étais à Mmh j'étais à mh. côté de lui dans la table, mais le CEO de Home Exchange qui s'appelle Emmanuel Arnaud, qui est aussi un mec assez, je pense très, très, très intéressant parce que lui, lui, c'est pareil, il a monté un business où, donc le business de Home Exchange, c'est quand même de mettre Ouais, non, mais une communauté de 100 000 carrément. membres qui s'échangent des logements, où la confiance est aussi, Ouais, ouais, clé. Donc en ouais. fait, tu vois, je pense qu'il y a un pattern les plateformes communautaires me plaisent beaucoup. Mmh. Donc eux 2 sont assez chouettes. Heu et après voilà, il y a aussi, récemment, je parlais aussi encore avec, Baptiste Fradin, qui est le CEO de Matters. Matters, Ah ouais, OK. c'est un C'est un dev startup studio, studio, ouais. ouais, exactement. Et lui, j'aime bien. Alors, il y a quelque chose qui nous connecte, c'est qu'il a une passion pour le punk et le hardcore, qui sont 2 styles musicaux D'accord. qui nous plaisent beaucoup. Mais en fait, alors ça peut prêter à rigoler, mais en fait, derrière ça, en fait, il a un système de valeurs, donc qu'il a tiré de son expérience personnelle, où il organisait des concerts dans la région nantaise, puis il a monté des boîtes, il en a revendu. Et là, il monte en fait, du coup, un nouveau lieu événementiel dans le 11e, si je dis Mmh pas mh. de bêtises, où il veut rassembler des communautés tech, qui s'entraident. Et puis il a un projet, en fait, il a sa boîte, il a un espace qu'il va mettre à disposition, dans la rue, au quartier dans lequel il va vivre. Donc en fait, il a un projet, local, si tu veux, à l'échelle de de sa rue dans le 11e, où il veut Ah impliquer les mais communautés je locales. veux trop savoir, ouais, je veux y aller. Donc lui, voilà, lui, j'aime bien aussi la philosophie de mecs comme ça, ouais. OK, hyper intéressant. Bah, écoute, je vais me renseigner parce qu'effectivement, ça a l'air passionnant. Frédéric Mazella, je sais pas trop, si j'arriverai, mais pourquoi pas et les autres aussi. Bah, en tout cas, merci infiniment pour tous ces partages-là et ta passion, très communicative et cet éclairage, moi, je l'ai trouvé, enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai des Ouais, sujets communautaires et donc là, je me dis, bah, voilà, c'était très, très éclairant. Donc, bah, super. merci beaucoup et bah, plein de bonnes choses à toi pour la suite et pourquoi pas une prochaine fois. Ouais, à plus tard. Ciao. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.